Bonjour à tous. Comme Agnès l'a bien mentionné, mon nom est Rachel Archambault. J'ai fini ma maîtrise à l'Université Laval en décembre dernier. Puis là, je suis entre deux familles. Je commence le doctorat à l'UDM en septembre. D'ailleurs, merci à Agnès et Mélissa pour l'organisation de cette session-ci et pour l'invitation aussi. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment de présenter mon sujet de maîtrise en tant que tel, plutôt de juste vous montrer la collection. Puis mon but premier, c'est de vous faire connaître cette collection-là qui serait parfaite pour une étude comparative, autant sur le verre que dans l'autre culture matérielle qu'on retrouve dans la latrine. Donc, allons-y. Merci. OK. Donc, la fosse de latrine en tant que telle, donc comme mentionné, elle provient du site Anderson qui est situé à Limoilou, à Québec, et qui a été fouillé par le chantier école en archéologie de l'Université Laval entre 2017 et 2019, donc 3 étés de temps. Et à la deuxième été, lorsque j'ai fait mon stage de maîtrise en 2018, donc on a retrouvé cette magnifique fosse de latrine dans l'arrière-cour de la maison qui s'appelait Headley Lodge, et une fosse donc qui n'a pas été perturbée, étant donné que lorsque la demeure du 19e siècle a été détruite à la fin des années 1960, en fait, c'est un stationnement qui a été mis sur place. Donc, il n'y a eu aucune autre construction, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment de la base jusqu'en haut avec les classiques lots de fermeture de la fosse également dans la partie supérieure. Donc, c'est pour ça c'est vraiment exceptionnel. Et la fosse en tant que telle, elle était extrêmement riche au niveau de la culture matérielle, mais aussi au niveau des restes botaniques, entomologiques, parasitologiques. Donc, il y a plusieurs maîtrises qui sont en cours actuellement qui touchent à qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette latrine-là. Donc, ça va être à suivre dans les prochains mois, prochaines années. Rapidement, les deux familles qui ont utilisé la latrine, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 2 types de rejets dans la fosse et ça influence énormément la culture matérielle, notamment les bouteilles qu'on a retrouvées. Donc, dans la partie inférieure, c'est la famille Anderson, donc Horatio Smith Anderson, qui a fait un rejet, donc un rejet ponctuel, probablement au moment qu'il a quitté la demeure vers 1870. Donc, c'est vraiment un peu une capture d'écran de qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison lorsqu'il a quitté. On ne sait pas si c'est l'entièreté de ses biens qui a jeté ou pas, là, mais ça semble être vraiment un lot qui est très, très mélangé, qui présente des artefacts qui sont de la période 1840-1870. Mais également qui date de avant, étant donné qu'il semble avoir eu un rejet des objets de ses parents, donc du début du 19e siècle, probablement des objets d'héritage familial qui ont été jetés après, ce qui permet d'avoir presque un 100 ans d'objets dans la latrine. Dans la partie supérieure, en fait, c'est la famille Pittle qui a résidé à la maison donc entre 1870 et 1897, qui, eux, ont fait des rejets quotidiens. Donc, on a vraiment beaucoup plus de bouteilles. On a des éléments qui sont vraiment associés plus à l'évolution de la famille, même au niveau des enfants, lorsqu'ils sont plus grands, le rejet des jouets. Donc, on a vraiment toute une évolution qui est super intéressante à ce niveau-là. Donc, on va commencer avec les beaux objets. Rapidement, on va sauter directement là-dedans. Donc, je voulais juste vous présenter plein de photos d'objets, mais surtout de mettre l'accent sur les éléments qui rendent la collection très intéressante. Donc, au niveau de la véritable, ce qu'on remarque, c'est vraiment une diversité des formes et des décors qui témoignent à la fois d'évolution des tendances. Donc, autant la forme de la coupe, on peut voir ici qu'il y a vraiment différents styles, autant aussi les pieds de verre et les types de décors. Donc, on a à la fois les classiques pans qui sont taillés ou moulés, on a du gravé, du taillé, du pressé, et on a différents types de qualités aussi qui témoignent de l'évolution des technologies, surtout après 1850, qui permettent à des familles qui sont un peu moins riches, plus de la classe moyenne, d'accéder à des pièces qui sont décorées. Par exemple, la photo, là, je ne sais pas, vous, c'est gauche-droite, mais complètement en haut à ma droite, il y a un verre sur tige donc qui présente un décor qui est de fougère, qui est réalisé de manière assez basique quand même. Et cette pièce-là est plus associée à la famille Pittle, qui était pas riche, qui avait des moyens financiers, mais qui n'était pas si riche que les Anderson. Donc, on a une pièce qui est très à la mode, mais qui n'est pas de très, très bonne qualité. Et en comparaison, dans les verres du bas au milieu, on a un magnifique gobelet sur tige avec un motif qui est gravé et un cartouche, en fait, avec des initiales qui permettent
d'identifier l'objet à Margaret Anderson, donc dans la première famille là-bas, mais qui est très, très délicat, qui est d'une grande qualité. Donc, il y a ces éléments-là qu'on peut remarquer dans la collection. Au niveau des gobelets, encore ici, on a une belle diversité et des motifs qui cohabitent ensemble. Donc, ce que je veux dire par là, c'est des pans taillés et des pans moulés. On va avoir des encoches biseautées qui vont être moulées et taillées. Donc, on a toutes ces nouvelles approches, ces nouvelles techniques-là qui viennent tranquillement s'insérer à la table. Des verres pressés, donc comme le gobelet au centre en haut. Et également, on a des nouvelles formes qui apparaissent au 19e siècle, surtout à la fin du 19e siècle, entre autres les shooters. Donc, en bas à gauche, vous avez deux petits shooters qui proviennent des lots associés à une période de 1895-1897, donc vraiment à la toute fin du 19e. Et ça, c'est des pièces qui sont pas très bien documentées en culture matérielle de manière générale. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a été inventé, mais le fait de retrouver ces objets-là, donc ces shooters-là, dans un contexte hyper bien documenté qui est la latrine Anderson, ça permet de confirmer en fait les hypothèses selon lesquelles les shooters ont été inventés à la fin du 19e. Puis, en comparaison, on a juste au-dessus des gobelets de petite taille qui ne sont pas une nouveauté du 19e en soi, mais comme on les a dans les collections, ça nous permet de distinguer donc à la fois les gobelets de petite taille et les shooters. Au niveau des bouteilles, c'est un peu différent dans le sens que, comme j'ai mentionné, les Anderson ont vraiment fait un vidangeage de la maison, si on veut. Donc, il y avait quelques bouteilles, c'était principalement des bouteilles plus associées à du vin ou de la liqueur, tandis que les Petal, eux, on a vraiment un 25 ans, disons, de consommation d'alcool à l'intérieur de la latrine. Et ils avaient vraiment une préférence pour le whisky et le gin. Donc, les deux premières bouteilles que vous avez ici à gauche, on est dans du whisky. Puis les bouteilles de type vin, on en a beaucoup. De gin également. Bon, carafes font partie de la collection, donc cette magnifique carafe presque entière. Et on a une autre pièce d'un autre type de carafe. Donc, au niveau des bouteilles, on a quand même beaucoup de pièces qui sont complètes. Malheureusement, les bouteilles de gin, comme les parois étaient très minces, sont assez fragmentées, ce qui vient beaucoup changer toutes mes statistiques d'intégrité, mais le reste des bouteilles sont presque toutes entières. Donc, au niveau justement de l'intégrité et de la quantité, donc, les quantités que vous voyez en bas, je ne sais pas si vous le voyez à cause de la barre, là, mais c'est tout associé c'est tout relié à mon nombre minimum d'objets. Donc, pour les bouteilles, donc le graphique qui est en bleu, toutes les bouteilles ont été calculées par les bases, donc par les culs des bouteilles. Et on a quand même une bonne quantité de bouteilles qui sont entières, mais comme je mentionnais, les bouteilles de gin qui étaient très fragmentées sont vraiment venues baisser, vraiment venir mélanger mes statistiques à ce niveau-là. Au niveau de la véritable, on a un total de 119 objets. Pour les nombres minimums d'objets, pour les verres sur tige, je suis allée avec les coupes, alors que pour les gobelets, shooters et petits gobelets, on est allé avec les bases pour la quantité d'objets, avec quand même une bonne quantité d'objets qui sont incomplets, ce qui n'est pas surprenant étant donné que c'est des objets qui sont assez fragiles. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que plusieurs de ces objets-là qu'on voit le point d'impact. Donc, on peut presque imaginer comment le verre a été jeté dans la latrine, puis à quel endroit exactement l'impact s'est fait et qu'il s'est brisé en 2, 3 ou 4 fragments. Donc, c'est ça aussi qui est un élément intéressant de la collection. Il y a également on peut voir des diversités de lieux d'importation lorsqu'on regarde les objets de plus près. Entre autres, un peu mon coup de cœur, c'est la présence de la verrerie canadienne à l'intérieur des collections. Donc, l'industrie du verre au Canada a pris quand même beaucoup de temps avant de bien s'établir. Il y a eu plusieurs tentatives, pas très bien réussi. Et finalement, donc à la fin du 19e, il commence à avoir beaucoup plus de verreries canadiennes qui s'installent et qui prospèrent. Et donc, à gauche, complètement, on a un gobelet sur tige au motif Nova Scotia Raspberry and Shield de la Nova Scotia Glass Company, qui était en activité à Trenton, en Ontario, seulement durant 10 ans, mais on produit quand même beaucoup de pièces et qu'on peut retrouver sur certains sites archéologiques au Québec. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir un de ces gobelets-là qui présente aussi la volonté des gens qui habitaient là d'avoir les nouvelles pièces qui venaient de sortir sur le marché. Aussi, donc, au côté whisky, j'ai mentionné qu'il y en avait beaucoup. Donc, on a 17 bouteilles identiques.
Et au départ, j'avais la difficulté à identifier soit le fabricant du contenu ou du contenant avec les inscriptions au niveau du cul, comme je ne retrouvais pas ces marques-là dans aucun de mes livres de référence. Heureusement pour moi, les dieux de l'archéologie m'ont aidé avec un restant d'étiquettes au niveau de l'extrémité des bouteilles qui m'a permis d'identifier ces 17 bouteilles-là comme étant des bouteilles de whisky, plus précisément du Old Vatted Glenlivet Special Reserve de Andrew Usher Co., donc d'Édimbourg. Donc, on voit clairement que c'était une préférence, vraiment, il y avait une préférence pour ce produit-là, comme Andrew Usher exportait ici au Canada, au Québec, 3 types de Old Vatted Glenlivet. Donc, clairement, les Pétales avaient cette sorte-là à cœur. Aussi, du côté des Anderson, ils n'ont pas beaucoup de bouteilles, mais ils ont quand même un fragment de seau provenant d'une bouteille de vin de Château Lafite, donc qui vient de Bordeaux, en France. On n'a pas le reste de la bouteille, malheureusement, on a juste ce fragment-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Clairement, la bouteille a peut-être brisé à l'extérieur de la latrine. Mais bref, ça montre une importation, donc un achat d'un produit qui est importé, qui était très dispendieux déjà à l'époque. Et finalement, une autre pièce très intéressante, c'est une flasque Chou-Fly entière qui présente une marque en dessous, à ce qu'on peut associer à la verrerie de Claude Boucher, qui est située à Cognac, en France. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que Claude Boucher est un des premiers à avoir développé une machine qui était semi-automatique à la suite de plaintes et de grèves de ses employés de la verrerie qui avaient des conditions de travail très difficiles. C'est pas un métier qui est facile, travailler dans une verrerie, très dangereux. Donc, selon les dates de brevets de ces nouvelles machines-là, qui ont ces marques-là, et les dates du lot dans lequel cette bouteille a été retrouvée, celle-ci ferait partie probablement des premières séries de production qui ont été faites à Cognac et qui se sont retrouvées dans une latrine à Limoilou. Au niveau des analyses disponibles, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, il y a tout ce qui est analyse des objets, donc autant répertorier les marques qui sont dessus, les descriptions complètes. J'avais beaucoup de verres et de bouteilles qui permettaient de déterminer leur capacité en millilitres, ce qui permet de faire un peu des distinctions en certains types de bouteilles. Et comme elles sont assez complètes, ça m'a permis de documenter des marques qui étaient difficilement documentées au Québec, disons, surtout parce que les bouteilles étaient souvent trop fragmentées. Donc, dans ce cas-ci, ça crée vraiment tout un répertoire. Également, il y a eu la rayon ultraviolet à courte longueur d'onde. C'est pas très original, mais ça a été fait sur l'entièreté de la véritable. Et ça a vraiment, ce que ça a permis de voir, c'est l'introduction assez rapide du verre au soda lime qui est arrivé sur les tables, donc après son invention dans les années 1860. Donc, on voit vraiment bien une évolution de comment tranquillement le plomb se retire des produits consommés et tranquillement, on voit de plus en plus de verre au soda lime. Et finalement, il y avait 2 bouteilles qui présentaient du contenu dans la latrine. Donc, on a fait une analyse par infrarouge et ça nous a permis de déterminer que la bouteille de type vin contenait bel et bien du vin rouge, celle que vous voyez à l'écran ici. Et il y avait une autre bouteille de gin qui, elle, était vraiment pleine à ras-bord, fermée avec un bouchon. Et malheureusement, en fait, ce n'était pas du gin, c'était de l'eau, ce qui pourrait indiquer en fait une réutilisation de la bouteille avant son rejet. Comme elle était tellement complète que c'est impossible en fait que ça a été de l'eau de latrine qui est rentrée à travers le bouchon puis qui l'a rempli au complet. Donc, ça aussi, c'est un point qui est super intéressant. Donc, en gros, la latrine, en fait, c'est un contexte qui n'a pas été perturbé. Au niveau de tout ce qui est véritable, bouteille, évidemment, on a un inventaire qui a été fait, pas l'inventaire, mais l'analyse après, avec un nombre minimum d'objets. Donc, on n'a pas nécessairement seulement juste les fragments. On a toutes les informations sur les bouteilles, donc le contexte de provenance du lot. Donc, on a quand même assez bien fait les lots arbitraires dans la latrine, donc pour bien comprendre la chronologie. Et c'est une latrine aussi qui a été étudiée, comme j'ai mentionné, qui est en train d'être étudiée autant en botanique, entomologie, parasitologie aussi. On a pris les boîtes de Cubina dans une couche qui avait été gardée donc, en 2019 donc pour l'analyse des sols de déposition. On a également la culture matérielle reliée à l'hygiène. Donc, c'est vraiment une super latrine et je veux juste prendre
prendre les dernières secondes qui me restent pour mentionner que, en fait, les céramiques sont absolument exceptionnelles et elles n'ont pas encore trouvé de chercheurs ou chercheuses pour s'occuper d'elles. Donc, on a une grande collection de céramiques liées à la table, mais aussi à l'hygiène, un peu de tout, avec des décors imprimés magnifiques. Donc, si ça vous intéresse, cette collection attend une famille prochainement.